retrouve pour ce conseil municipal qui sera certainement le dernier avant les vacances d'été. Le prochain serait donc en septembre. Nous allons débuter donc par l'appel. Donc pour 4 présents, Madame Font. Présente. Madame Mounier. Présente. Monsieur Jonca. Madame Labbé. Présente. Monsieur Marco. Présent. Monsieur Amida qui donne procuration, Madame Labbé. Madame Bagnouz. Madame Cos qui donne procuration, Madame Font. Monsieur Martinez. Présent. Madame Albafouille. Monsieur Albafouille. Présent. Monsieur Littevou qui donne procuration à Monsieur Malherbe. Madame Jourdan qui nous rejoindra donc en cours de conseil qui donne en attendant procuration à Madame Monnier. Monsieur Moulinet. Présent. Madame Coculet. Madame Barthès qui nous rejoindra aussi donc en cours de séance et qui a donné procuration à Madame Bagnouz. Monsieur Fournet. Présent. Monsieur Malherbe. Présent. Monsieur Gallego donc absent. Madame Albafouille qui donne procuration à Monsieur Banet. Monsieur Banet. Et Madame Ferreira absente également. Voilà. Donc il est 17h31, donc je déclare la séance ouverte. 18h31, pardon. Donc avant de débuter dans les ordres du jour, j'attire votre attention sur l'obligation de prévention des conflits d'intérêts. Aussi, je demande à tous les conseillers d'être particulièrement vigilants et de signaler avant le vote tout intérêt à titre personnel, professionnel ou électif qui pourrait avoir sur un dossier. Je pense notamment aux élus qui siègent dans les organismes publics et privés ou privés, obligés de certaines délibérations, mais également à tout intérêt personnel ou professionnel. Dans ce cas, le déport sera nécessaire, c'est-à-dire que les élus concernés devront quitter la salle et ne pas participer ni au vote ni au débat. Monique, donc, là, il n'y a pas de souci. Donc, nous allons débuter donc, par l'ordre du jour. Donc, le premier ordre du jour, c'est l'approbation du procès verbal de la séance du 9 juin 2023. Est-ce qu'il y a besoin de précision? Donc, qui est contre? Qui s'abstient? Unanimité, je vous remercie. Ordre du jour numéro 2. Information du Conseil sur les décisions du maire prises par délégation. Est-ce qu'il y a besoin d'informations? Donc, je rappelle que compte tenu du délai entre le dernier conseil qui est le 9 juin, et celui d'aujourd'hui, il n'y a pas eu de nouvelles décisions de maire formelles. En revanche, il est rendu compte des décisions de faible montant dont le tableau récapitulatif est tenu à la disposition du conseil municipal. Ça, c'est la nouvelle orientation de la commande de visite. Donc, il n'y a pas besoin d'informations, on le déclare adopté. Et on va passer donc à l'ordre du jour numéro 3, qui est la désignation de référent déontologue pour les élus locaux présenté par Madame Foix, qui je cède la parole. La loi 3DS de 2022 a introduit une nouvelle obligation de proposer un référent déontologue pour les élus locaux sur le même principe que celui qui existe déjà pour les agents. Ce référent est consultable pour des questions de déontologie liées aux fonctions d'élu. Il doit être indépendant et pris en charge par la mairie. L'AMF a sollicité le Conseil de l'ordre des avocats pour obtenir une liste d'avocats ou avocats honoraires susceptibles d'accepter ces fonctions. Il convient aujourd'hui que nous désignions le référent déontologue titulaire pour lequel nous proposons Maître Pierre Beck et le référent suppléant pour lequel nous proposons Maître Jean-Marc Pujol. Ainsi est-il proposé au Conseil municipal d'approuver la désignation de Maître Pierre Beck en qualité de référent déontologue des élus de la commune d'Espira-de-la-Guye jusqu'à expiration du mandat, donc 2020-2026. D'approuver la désignation de Maître Jean-Marc Pujol en qualité de référent déontologue suppléant des élus de la commune d'Espira-de-la-Guye jusqu'à expiration du mandat, donc 2020-2026. D'autoriser Monsieur le maire ou l'adjoint délégué en la matière à signer tout acte utile à ce dossier. Y a-t-il des interventions? Nous passons au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Unanimité, je vous remercie. Ordre du jour numéro 4, modification du tableau des effectifs de la commune présenté par Madame Foix. Nous mettons régulièrement à jour le tableau des effectifs de la commune afin de permettre notamment les évolutions de carrière des agents. C'est le cas aujourd'hui puisqu'il s'agit de prévoir un poste d'adjoint technique principal à 26/35e pour placer Isabelle Bacary qui avance en grade, agent de l'entretien ménager. Il a été noté que certains postes ne sont pas pourvus.
le plus souvent parce que l'agent a évolué sur un autre poste. La suppression de poste nécessitant un avis préalable du comité social territorial, cette mise à jour se fera prochainement. Donc ainsi est-il proposé au conseil municipal d'approuver les créations de postes proposées, d'approuver en conséquence la modification du tableau des effectifs de la commune tel que présenté ci-dessus, d'autoriser monsieur le maire ou l'adjoint délégué en la matière à signer tout acte utile à la bonne exécution de ces changements. Les interventions? Nous passons au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Unanimité, je vous remercie. Ordre du jour numéro 5, règlement intérieur sur la gestion du temps de travail présenté par Mme Dupont. L'organisation municipale évolue vers plus de modernité. Un dispositif de gestion des heures automatisé va être mis en place pour les agents. Ce dispositif permettra une plus grande souplesse de gestion, avec plus de précision, et allègera le travail de suivi du service ressources humaines. Ce dispositif devra être opérationnel à la rentrée et doit logiquement s'accompagner de la mise en place des règles de gestion en cohérence avec cet outil. C'est pourquoi nous vous proposons aujourd'hui de valider le règlement intérieur sur la gestion du temps de travail. Le principe légal des 1607 heures par an, donc 35 heures par semaine, et par agent est évidemment maintenu, mais le mode de gestion est précisé avec deux grandes catégories de personnel. Les personnels en travail posté et ceux en travail non posté. Ainsi est-il proposé au conseil municipal d'adopter le règlement intérieur sur la gestion du temps de travail dont le projet est joint en annexe au vu de l'avis favorable du comité social territorial du 20 juin 2023. D'autoriser monsieur le maire ou l'adjoint délégué en la matière à signer tout acte utile à ce dossier. Merci. Des interventions? Par l'intervention, nous passons au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Unanimité, je vous remercie. Ordre du jour numéro 6, règlement intérieur des salles municipales, présenté par Madame Monnier. Avec la mise en service de l'équipement structurant fédérateur que nous représente le centre culturel, avec sa salle de spectacle spacieuse et moderne, la médiathèque et la nouvelle salle du conseil municipal, la commune, en étendant enrichi son patrimoine immobilier et surtout l'offre de services à l'administrer. Cette nouvelle offre rend nécessaire l'évolution des règles d'utilisation des salles et des espaces communaux qui sont de plus en plus sollicités et a conduit à l'élaboration d'un règlement intérieur des salles municipales. Ce règlement prévoit notamment de distinguer l'utilisation récurrente des salles par les associations du village des utilisations ponctuelles qui peuvent être tarifées en fonction de l'utilisateur qui a fait la demande. Les tarifs figurent en dernière à l'annexe du règlement. Ce règlement a également pour but de clarifier les conditions d'utilisation, notamment en termes de sécurité. Donc vous avez le règlement qui est en annexe. Ainsi est-il proposé au conseil municipal d'adopter le règlement intérieur des salles municipales jointes en annexe, d'autoriser le maire et l'adjoint délégué en la matière à signer tout acte utile à ce dossier. Merci. Les interventions? Pas de questions, donc nous passons au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? À l'unanimité, merci. Ordre du jour numéro 7, convention de portage avec le PFL pour l'acquisition d'une parcelle AL 292 présentée par M. Alberti. Allume le micro. Oui, c'est le micro. Voilà, tu l'as. C'est bon? Oui. Allez. Donc. Convention de portage avec l'EPFL pour l'acquisition de la parcelle AL 292. Suite à une déclaration d'intention d'aliéner de cette parcelle AL 292, située rue nationale et totalisant 233 mètres carrés, la mairie s'est positionnée pour préempter le bien. En effet, cette parcelle a un positionnement stratégique qui permettrait à terme d'aménager une connexion entre les rues nationales et les tiers et ainsi fluidifier la circulation et les mobilités dans le bourg-centre. Le prix de vente est de 27 000 € avec un montant de l'horaire de transaction de 3 500. Cette préhension est possible avec un portage de l'EPFL, établissement public foncier local, Perpignan, Pyrénées-Méditerranée, qui propose pour ce faire une convention de portage sur 5 ans avec des frais de portage de 0,7% annuels. Ainsi est-il proposé au conseil municipal d'approuver l'achat
par l'EPFL Perpignan Pyrénées-Méditerranée pour le compte de la commune de l'immeuble cadastré AL 292 au prix de 27 000 € et frais connexés par voie de préhension. D'approuver la signature d'une convention de portage avec l'EPFL Perpignan Pyrénées-Méditerranée pour une durée de 5 ans et avec un taux de portage de 0,5% par an et le remboursement du capital à terme. D'imputer la dépense correspondante au budget principal de la commune. D'autoriser le maire ou l'adjoint délégué en la matière à signer tout acte utile à ce dossier. Quelqu'un a-t-il des questions? Oui, monsieur le ministre. Bonsoir tout le monde. C'est la parcelle d'Albert Andreu, c'est ça? Mettez le micro, mais oui, c'est ça. Entendu. Marianne. D'accord. Enfin, madame, elle ne veut pas. Ok. Ok, donc nous passons au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Unanimité, je vous remercie. Ordre du jour 8, création d'un ossuaire sur le terrain communal présenté par madame Monnier. La création de l'ossuaire est une obligation légale. De plus, aujourd'hui, la loi précise les conditions de respect des volontés des défunts et interdit la crémation des personnes ayant manifesté leur volonté contre. Les éventuelles récupérations de concessions qui viennent à expiration ou qui sont abandonnées sont par exemple concernées. La mise en conformité avec la loi pour la gestion raisonnée et respectueuse du cimetière communal conduisent donc aujourd'hui à la création formelle d'un ossuaire qui sera affecté à perpétuité à la réinhumation des personnes exhumées des concessions reprises. Les noms des personnes dont les restes mortels ont été réinhumés dans l'ossuaire seront inscrits sur un registre spécial avec répertoire alphabétique par nom de propriétaire. Il est donc envisagé de créer cet ossuaire communal dans la concession B1A6, actuellement désaffectée et dont la photo est actuellement diffusée. L'ossuaire fera l'objet de travaux de rénovation. Ainsi est-il proposé au conseil municipal d'approuver la création de l'ossuaire affecté à perpétuité à cet usage dans la concession B1A6 du cimetière communal, d'autoriser le maire ou l'adjoint délégué en la matière à signer tout acte dans le dossier. Merci Christiane. Des interventions, des questions? Donc nous passons au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Unanimité, je vous remercie. Ordre du jour numéro 9, vente de la parcelle à 443 Espérance de la Ville, présentée par M. Joncan. La commune est propriétaire d'une bande de terrain de 815 m² au lieu-dit la cité des Plumes Verts, anciennement cadastrée, section AK numéro 99, sur la commune qui se situe dans le prolongement des parcelles privées construites. Aucun projet n'est en cours ou à venir sur ce secteur. La commune a été sollicitée par l'un des propriétaires victoriens dans le prolongement de son terrain, la parcelle AK100, en vue de l'agrandissement de son jardin. La parcelle initiale a fait l'objet d'un découpage et l'emprise envisagée est la parcelle AK343, issue de la parcelle AK99, pour une superficie de 212 m². L'estimation des services des domaines sur la valeur vénale de ce terrain a été sollicitée et délivrée en date du 5 mai 2023 pour un montant estimé à 9 540 € et jointe en annexe. Ainsi, est-il proposé au conseil municipal d'approuver la vente de la parcelle cadastrée section AK numéro 343 d'une superficie de 212 m² à M. Éric Riffard pour un montant de 9 540 € hors taxes, hors frais de notaire, au vu de l'estimation des domaines, jointe en annexe. D'inscrire la recette correspondante au budget principal de 2023 de la commune et d'autoriser M. le maire ou l'adjoint délégué en la matière à signer tout acte utile à ce dossier. Merci. Des questions, une intervention? Donc nous passons au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? À l'unanimité, je vous remercie. Donc, ordre du jour numéro 10, tarification de la programmation culturelle communale, représentée par la Banque. Nous sommes heureux d'avoir débuté avec succès la programmation culturelle d'Espirate-Lagui dans notre nouveau centre culturel. Le succès a été au rendez-vous pour les premiers spectacles de qualité. Comme vous avez pu le constater, ces spectacles sont gratuits pour tous. Or, le développement de l'offre pose la question du maintien de cette gratuité pour l'ensemble des spectacles et en fonction des publics. Bien entendu, il nous tient à cœur de continuer à proposer des spectacles gratuits.
Toutefois, il est possible que l'équilibre budgétaire de la programmation des spectacles rende nécessaire de faire payer un tarif raisonnable. Ainsi est-il envisagé des spectacles gratuits pour tous, tels que cela a été inauguré en début de saison, afin de renforcer l'activité de ce nouvel outil et de le faire connaître au plus grand nombre. Ces programmes pourront être proposés tout au long de l'année. Des spectacles payants tarifés comme suit. Donc, tarification individuelle à la place, c'est 0,50% du prix de facturation TTC du spectacle ou du programme proposé, arrondi à l'entier supérieur. Un exemple, si on achète un film à 350 €, la place sera à 2 €. Si un spectacle est à 800, la place est à 4 €. Et si un concert, par exemple, est à 2000, la place sera à 10 €. Moitié prix pour les moins de 12 ans et les plus de 70 ans, sur présentation justificative. Le montant d'une entrée ne pourra pas toutefois excéder 15 €. Dans le prolongement de cette tarification, un pass culturel annuel sera présenté et proposé dans le courant de l'année pour faciliter l'accès à tous les spectacles et bénéficier d'un tarif toujours plus avantageux. Les paiements seront encaissés par la Régie municipale de recettes médiathèques et animation culturelle. Le principe de gratuité ou de programmation payante ainsi que le tarif calculé sur la base de la présente délibération sera arrêté par décision du maire pour chaque manifestation. Ces principes tarifaires seront reconduits tacitement chaque année et pourront être modifiés par une nouvelle délibération. Cette tarification ne concerne que la programmation culturelle en régie de la commune, cette dernière se réservant la possibilité de mettre à disposition ou louer la salle de spectacle du centre culturel pour d'autres animations ou d'autres manifestations. Ainsi, est-il proposé au conseil municipal d'approuver la tarification de la programmation culturelle en régie du centre culturel telle que fixée ci-dessus, d'inscrire la recette correspondante au budget principal 2029 de la commune d'autoriser le maire ou l'adjoint délégué en la matière à signer tout acte utile à ce dossier. Merci Nathalie. Des interventions, des questions sur ce sujet? Nous passons au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Unanimité, je vous remercie. Ordre du jour numéro 11, convention de mise à l'esthétique des réseaux du Dr Costa avec le CIDEL 66 présenté par Norbert Martin. Il s'agit ici de conventionner avec le CIDEL pour l'enfouissement des réseaux rue du Dr Coste. Le CIDEL 66 sera maître d'ouvrage et coordinateur unique de l'opération et à ce titre se chargera de passer les marchés dans le respect des règles de la commande publique, de suivre la réalisation des travaux et de procéder à leur règlement. Le projet devra être approuvé par la commune qui sera constamment informée de l'avancée du projet. Le montant total des travaux est estimé à 176 703,84 € TTC, révisable en fonction des marchés passés, dont 62 768,02 € révisables de la même manière, seront pris en charge par la commune en 3 versements de 30% à la signature de la convention, 50% au démarrage du chantier et le solde à la fin de l'opération. Le CIDEL 66 et Enedis prendront en charge le solde. Le projet de convention est tenu à disposition des conseillers municipaux en mairie et en séance. Ainsi, est-il proposé au conseil municipal d'approuver la conclusion d'une convention de mandat pour la coordination des travaux d'enfouissement et de mise en esthétique des réseaux de distribution électrique, l'extension d'éclairage public et de communication électronique de la rue Dr Coste, telle que décrite ci-dessous. D'imputer la dépense correspondant au budget principal 2023 de la commune, d'autoriser le maire ou l'adjoint délégué en la matière à signer tout acte utile à ce dossier. Merci Robert. Nous allons passer donc à s'il y a des interventions ou des questions sur ce sujet. C'est très important ces sujets parce que le fait de le faire par le CIDEL, voilà, toujours 32% déjà de financé. C'est important donc pour nos finances bien évidemment. Donc, nous allons passer au voteur. Qui est contre? Qui s'abstient? À l'unanimité, je vous remercie. Ordre du jour numéro 12, convention multipartite Véloroute 81 avec le conseil départemental et les autres collectivités concernées présenté par M. Martinez. L'itinéraire de la piste cyclable V81 Piémont des Pyrénées entre Rivesat et Cases de Penne représente un investissement estimé
à 417 000 € hors taxes et porté par le conseil départemental avec une participation financière de Perpignan Méditerranée Métropole prévue de 20%, soit 83 400 €. Le département a donc proposé la signature d'une convention fixant les modalités d'aménagement, de financement et de gestion ultérieure des aménagements cyclables réalisés sous maîtrise d'ouvrage départementale à passer par le département des Pyrénées-Orientales. La commune de Rivesaltes, la commune d'Espira-de-la-Brie, la commune de Cazes-de-Pène, la commune de Vachas, la commune de Peyrestote et Perpignan Méditerranée Communauté Urbaine, la commune d'Espira-de-la-Brie accepte au titre de cette convention la réalisation de cet équipement sur son territoire, sous maîtrise d'ouvrage départemental et aux conditions de financement que je vous ai données, la domanialité des emprises étant conservée. Les grosses réparations sont à la charge du conseil départemental. La convention est proposée pour une durée de 10 ans, puis reconduite par tacite reconduction. Ainsi est-il proposé au conseil municipal d'approuver la convention multipartite fixant les modalités d'aménagement, de financement et de gestion ultérieure des aménagements cyclables réalisés sous maîtrise d'ouvrage départementale aux conditions principales décrites ci-dessus, d'autoriser le maire ou l'adjoint délégué en la matière à signer tout acte utile à ce dossier. Merci Robert. Des interventions et des questions sur ce sujet? Bon, là, donc, on donne juste l'autorisation sur notre passage, sur notre territoire. Pour autant, on n'est pas tout à fait satisfait, nous, parce que c'est une emprise qui va, de cette piste cyclable qui va passer ce qu'on appelle la route des 4 chemins. Et que nous, donc là maintenant, il y a le rond-point qui a été réalisé. On est en train d'essayer de trouver donc, une étude pour pouvoir traverser en sécurité du village, pour pouvoir rejoindre. On le fait tous, mais c'est dangereux quand même. Donc il y aura un aménagement cyclable au milieu du rond-point, ça c'est sûr. Mais pour autant, voilà. Oui, monsieur. Mais le micro. Robert a sauté, je ne sais pas si c'était. L'entretien sera fait par la mairie. Non. Sur la partie d'Espira, c'est marqué. Non. Le maire, la mairie exercera ensuite la police de la circulation sur la véloroute et la commune en assurera l'entretien courant pour les portions situées sur son territoire. Donc c'est la commune qui va s'occuper de la partie, une fois que ça sera fait, de l'entretien. Nous, on donne l'autorisation de passer sur notre territoire à l'entretien, c'est pas nous qui le faisons. C'est ce qui a marqué sur la page là. C'est marqué là, l'entretien, les grosses réparations, c'est le conseil départemental. C'est marqué. Nous, par contre, les pistes cyclables, je vous rappelle que les pistes cyclables, aussi le compétence de la communauté urbaine, c'est elle qui fait donc, les réparations, c'est pas la commune. Et pour autant, donc, par convention, on le fait et on se fait rembourser ensuite par la commune. On parle du petit entretien. D'accord, on le petit agricole, du balayage, des choses comme ça. Comme Robert a peut-être sauté aussi, il n'a pas eu marqué sur sa feuille, c'est pour ça que je. Mais on le fait en remplacement de la communauté urbaine, puisque c'est de leur compétence, les pistes cyclables. D'accord. Merci. Ordre du jour, donc on va passer au vote qui est contre, qui s'abstient. À l'unanimité, merci. Donc, ordre du jour numéro 13, convention pour l'aménagement du giratoire du plein paysan, c'est la RD 117, avec le conseil départemental présenté par M. Marcoux. Comme vous avez pu le constater, les travaux menés par le conseil départemental pour l'aménagement du rond-point sur la RD 117 en entrée de ville d'Espira-de-la-Brie sont en voie d'être finis. Il s'agit d'un aménagement essentiel pour notre commune, tant en matière de sécurité que de facilité d'accès. Le conseil départemental nous a proposé une convention afin que la commune récupère dans son patrimoine les voies et aménagements et leurs dépendances qui relèvent de la responsabilité et l'aménagement paysager, ainsi que l'entretien des espaces verts au centre du giratoire et sur les délaissés des voies vertes, tandis que la communauté urbaine reprend les aménagements à sa compétence. Ainsi est-il proposé au conseil municipal d'approuver la convention de transfert de domanialité publique routière consécutif à la réalisation du giratoire du pain paysan sur la RD 117, à passer avec le conseil départemental aux conditions principales décrites ci-dessus. D'autoriser le maire ou l'adjoint délégué à la matière à signer tout acte utile à ce dossier. Des questions, des interventions? Nous passons au vote. Qui est contre, qui s'abstient, unanimité. Je vous remercie. Ordre du jour numéro 14, convention partenariale avec Enedis pour les analyses d'impact des projets d'urbanisation sur le réseau public de distribution d'électricité présenté par M. Valère.
Il s'agit ici de conclure une convention cadre avec Enedis lui permettant d'intervenir en amont de le projet pour réaliser les études de faisabilité. Cette convention est conclue à titre gratuit puisqu'il s'agit d'une obligation pour Enedis, mais tout intérêt réside dans le phasage. Enedis intervient normalement sur des projets qui sont presque en phase d'exécution et les résultats de leurs études peuvent remettre en cause l'équilibre financier des projets. Avec cette convention cadre, ils seront en capacité de réaliser des études en amont des projets afin de transmettre à la commune, de mieux calibrer les projets par la suite. Cette convention cadre sera conclue pour une durée de 5 ans et fera l'objet d'un bilan annuel. Le projet de convention est tenu à disposition des conseils municipaux en mairie et en séance. Ainsi, il est proposé au conseil municipal d'approuver la convention partenariale avec Enedis pour les analyses d'impact des projets d'urbanisation sur les réseaux publics de la distribution d'électricité aux conditions principales décrites ci-dessous, d'autoriser M. le maire ou l'adjoint délégué en la matière à signer tout acte utile à ce dossier. Merci Patrick. Des interventions, des questions? Nous passons au vote. Les contre, qui s'abstient? Unanimité, merci. Ordre du jour numéro 15, convention de maîtrise d'ouvrage déléguée avec le syndicat mixte et de plaine de Roussillon pour la mise en sécurité d'un piézomètre présenté par M. Jonca. Le périmètre de la compétence du syndicat mixte est situé sur le domaine public communal et doit faire l'objet de travaux de sécurisation. Ces travaux révèlent à la fois du secteur de compétence des deux collectivités. Une convention de maîtrise d'ouvrage déléguée publique a été proposée. La commune se chargera d'exécuter les travaux, s'assurant ainsi de la pérennité de son domaine public, tandis que le syndicat des nappes lui remboursera à l'euro, pour un montant estimé à 2 000 €. Le projet de convention est tenu à la disposition des conseils municipaux en mairie et en séance. Ainsi, il est proposé au conseil municipal d'approuver la convention aux conditions principales décrites ci-dessus, d'inscrire et imputer la dépense correspondante au budget principal 2023 de la commune, d'inscrire la recette correspondante au budget principal de 2023 de la commune, d'autoriser M. le maire ou l'adjoint délégué en la matière à signer tout acte utile à ce dossier. Merci. Des questions? Nous passons au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Unanimité, merci. Ordre du jour 16. Convention tripartite pour la réutilisation des eaux usées traitées par la station d'épuration d'Espira de la Vie présentée par M. Jonca. La période de sécheresse dramatique que subit actuellement notre territoire rend impérative la recherche de solutions d'économie d'eau et de gestion raisonnée de la ressource en eau. Espira de la Vie est l'un des précurseurs de cette gestion raisonnée puisque la municipalité avait, en collaboration avec Perpignan Méditerranée Métropole, négocié une expérimentation pour permettre la réutilisation des eaux traitées sur sa station de traitement des eaux usées dans le cadre de la délégation de services publics. Aujourd'hui, la station est pleinement opérationnelle pour permettre d'envisager la réutilisation effective des eaux traitées et le contexte rend cette réutilisation plus que nécessaire à mettre en œuvre. La commune d'Espira de la Vie Perpignan Métropole Méditerranée, qui exerce la compétence eau et assainissement sur notre territoire, et le titulaire de la DSP, Veolia, ont donc souhaité mettre en œuvre ce projet à travers une convention qui pourrait être effective dès la prise des arrêtés d'autorisation par M. le préfet du département des Pyrénées-Orientales. Au titre de cette convention, Veolia s'engage à fournir à la commune d'Espira de la Vie ses eaux traitées de la station d'épuration et conformes aux normes sanitaires. Ces eaux seront destinées à l'arrosage du parcours de santé et à l'utilisation de la balayeuse des rues. Cette convention passée jusqu'au 31 décembre 2023, date de fin de la DSP de Veolia, est conclue à titre gratuit. La commune prend à sa charge les frais d'analyse et de suivi périodique de la qualité des eaux. Le projet de convention est tenu à la disposition des conseillers municipaux en mairie et en séance. Ainsi, il était proposé au conseil municipal d'approuver la convention tripartite pour la réutilisation des eaux usées traitées de la station d'épuration d'Espira de la Vie aux conditions principales décrites ci-dessus, d'inscrire et imputer les dépenses correspondantes au budget principal 23 de la commune, d'autoriser le maire ou l'adjoint délégué en la matière à signer tout acte utile à ce dossier. Merci. Des interventions, des questions sur ce sujet? Non, nous allons passer au vote. Qui est contre? Qui s'abstient?
Unanimité, je vous remercie. Ordre du jour numéro 17, règlement intérieur des accueils de loisirs périscolaires de la ville d'Espierre-d'Ally par Madame Labbé. Le règlement ALP actuel doit être toiletté afin de le rendre plus clair pour les parents et il doit être modifié pour suivre les évolutions horaires des écoles qui ont bougé donc avec la période de Covid, notamment et la montée en puissance du portail famille dématérialisé. Pour rappel, l'ALP correspond à tous les temps d'accueil des enfants dans le prolongement du temps scolaire, c'est-à-dire le matin, à midi, le soir et les mercredis. À cette occasion, il est proposé de le fusionner avec le règlement de cantine, dans la mesure où le temps d'ALP méridien correspond au temps de restauration scolaire. Vous le trouverez donc en pièce jointe, je ne vais pas vous le lire, bien évidemment. Donc, est-il proposé au conseil municipal d'adopter le règlement intérieur des accueils de loisirs périscolaires de la ville d'Espierre-de-la-Vie joint en annexe et d'autoriser le maire ou l'adjoint délégué en la matière à signer tout acte utile à ce dossier. Merci. Question. Chaque année, on a ces dossiers de règlement intérieur, c'est toujours des petites modifications d'année scolaire que l'on prépare pour l'année suivante. Voilà, nous allons passer au vote qui est contre, qui s'abstient, à l'unanimité. Merci. Donc, nous passons à l'ordre du jour 18 au règlement intérieur des accueils de sans hébergement de la ville, donc toujours par Madame Labbé. Donc la même chose, comme pour le règlement ALP, nous avons également revu le règlement donc, de l'accueil de loisirs sans hébergement de la ville, dans un souci de cohérence globale de l'accueil des enfants par la commune. La LSH donc correspond à tous les temps d'accueil en période de vacances scolaires. Également donc le projet en annexe. Il n'y a pas de changement majeur, ce sont juste des adaptations. Ainsi est-il proposé au conseil municipal d'adopter le règlement intérieur des accueils de loisirs sans hébergement de la ville d'Espierre-de-la-Vie joint en annexe et d'autoriser le maire ou l'adjoint délégué en la matière à signer tout acte utile à ce dossier. Merci. Des interventions. Nous passons au vote qui est contre, qui s'abstient, unanimité. Je remercie. Ordre 19, donc la charte des écoles, toujours par Madame Labbé. Sous l'impulsion de Madame Pennequin, la directrice de l'école Jean Alliot, et en concertation avec les deux directrices, un projet de charte des écoles entre la commune et l'éducation nationale a été élaboré. Ce projet, que vous trouverez en annexe dans votre dossier, formalise les rapports entre les enseignants et le personnel communal pour maintenir et encourager les excellentes relations que nous entretenons dans l'intérêt des élèves. De nombreuses villes ont le même type de charte et il est important pour nous de montrer notre implication commune dans la réussite et l'épanouissement scolaire des enfants. Ainsi, est-il proposé au conseil municipal d'adopter la charte pour un fonctionnement sécurisé et harmonieux du service local de l'éducation jointe en annexe et d'autoriser le maire ou l'adjoint délégué en la matière à signer tout acte utile à ce dossier. Merci. Des interventions. Nous passons au vote qui est contre, qui s'abstient. Unanimité, je vous remercie. Ordre du jour 20, convention de partenariat avec la région académique Occitanie pour la mise à disposition de l'ENT École pour l'année scolaire 2022-2023. Toujours Madame Labbé. Alors l'ENT, l'environnement numérique de travail, c'est un outil en ligne proposé par l'Éducation nationale sur le modèle de celui qui existe dans le second degré. Il permet d'offrir un service en ligne à tous les intervenants de l'école. Cet outil est facultatif, mais essentiel pour développer un travail de qualité aujourd'hui et une information partagée. Comme chaque année, l'Académie nous propose la mise à disposition de cet outil au travers d'une convention annuelle, moyennant un montant forfaitaire de 45 € par école, soit 90 € pour la commune. La commune s'engage par ailleurs à maintenir un outil informatique performant et l'accès Internet. Le projet de convention est tenu à la disposition des conseillers municipaux en mairie et en séance. Ainsi est-il proposé au conseil municipal d'approuver la convention de partenariat avec la région académique Occitanie pour la mise à disposition de l'ENT École pour l'année scolaire 2023-2024 aux conditions principales décrites ci-dessus. D'imputer la dépense correspondante au budget principal de la commune et d'autoriser le maire ou l'adjoint délégué en la matière à signer tout acte utile à ce dossier. Merci. Des interventions, questions? Nous passons au vote qui est contre, qui s'abstient. Unanimité, je vous remercie.
Ordre du jour 21, participation financière à la Bressole pour la scolarisation d'élèves de la commune pour l'année 2022-2023. Présenté par Madame Laly. L'école de la Bressole, qui au travers d'un enseignement immersif en catalan promet l'usage du catalan, nous demande chaque année une participation aux frais de scolarité des élèves d'Espira de la Vie qu'elle accueille. Ils sont 3 à ce jour, pour un montant proposé, comme celui de l'année dernière, de 3 465 €. Ainsi est-il proposé au conseil municipal d'approuver le paiement d'une participation financière pour l'année scolaire 2022-2023 d'un montant de 3 465 € à l'Association pour l'éducation et la culture catalane des enfants La Bressola, d'imputer la dépense correspondante au budget principal 2023 de la commune et d'autoriser le maire ou l'adjoint délégué en la matière à signer tout acte utile à ce dossier. Merci Janine. Des interventions? Nous passons au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Unanimité, merci. Donc, ordre du jour 22, participation financière à l'école du Sacré-Cœur d'Espira de la Vie pour la scolarisation d'élèves de la commune. Présenté toujours par Madame Laly. Comme vous le savez, donc, l'école du Sacré-Cœur est un établissement scolaire privé sous contrat implanté sur la commune. Conformément au contrat d'association que cet établissement a conclu avec le préfet, représentant de l'État dans le département, et des dispositions du Code de l'éducation, la ville d'Espira de la Glie contribue au financement de cette école privée afin de garantir son bon fonctionnement. Cette contribution a été fixée à un forfait de 450 € par élève demeurant sur la commune par délibération numéro 2012/23 en date du 29 mars 2012. À la demande de l'école du Sacré-Cœur qui fait face à l'inflation et conformément aux prévisions issues du débat d'orientation budgétaire 2023 et de 2023 de la commune et des crédits inscrits au budget primitif, il est proposé de porter ce forfait à 472,50 € par élève demeurant sur la commune, soit une augmentation de 5%. Ainsi est-il proposé au conseil municipal d'approuver le paiement d'une participation financière pour l'année 2023 d'un montant de 472,50 € par élève à l'école du Sacré-Cœur d'Espira de la Glie, d'imputer la dépense correspondante au budget principal 2023 de la commune et d'autoriser le maire ou l'adjoint délégué en la matière à signer tout acte utile à ce dossier. Merci Janine. Des interventions? Donc, on va passer au vote, mais rappelez que ça c'est une proposition que j'ai portée lors du débat d'orientation budgétaire. Nous avons encore reçu un courrier, j'ai reçu la direction de cet établissement en début de semaine. On a reçu le courrier donc, cet après-midi concernant notre entretien. Je rappelle que normalement on devrait être légalement donc, au même tarif des TIS donc, que nous facturons nous-mêmes. C'est-à-dire donc, le montant pour la maternelle qui coûte plus cher que le primaire. Et donc c'est leur demande dans le courrier et donc on verra ça donc, très prochainement. Voilà. Donc nous allons passer au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? À l'unanimité, je vous remercie. Ordre du jour 23, convention portant sur les conditions d'intervention des médecins au centre municipal de santé intervenant au sein de l'EHPAD, donc résidence du Moulin, Espira de la Vie, présentée par Madame Moulin. La société Orpea gère un établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes, dénommé résidence du Moulin Espira de la Vie. La commune d'Espira de la Vie, dans le souci d'offrir à ses administrés un service public optimal et un accès aux soins facilité tout en luttant contre la désertification médicale, notamment en milieu rural, a créé un centre municipal de santé qui compte à ce jour 3 médecins généralistes placés sous la responsabilité de la commune et inscrits au tableau départemental de l'ordre. La commune souhaite pouvoir faire bénéficier de ce centre municipal de santé l'ensemble des résidents qui le souhaitent. Conformément à la législation en vigueur, et notamment l'article L. 314-12 du Code de l'action sociale des familles, la commune et la résidence se sont proposés de définir les conditions particulières de l'exercice de la médecine par les médecins du CMS, afin d'assurer notamment l'organisation, la coordination, l'évaluation des soins, l'information et la formation. Cette convention vise indistinctement tous les médecins du CMS qui seraient amenés à intervenir dans la résidence. L'exercice aura lieu sans lien de subordination entre l'établissement de médecins dans le respect des règles déontologiques. En raison du libre choix du patient, il n'est concédé aucun droit d'exclusivité aux médecins du CMS.
Le médecin du CMS exerce son art au sein de la résidence en toute indépendance et sous sa seule responsabilité. Le projet de convention est tenu à la disposition des conseillers municipaux en mairie et en séance. Ainsi est-il proposé au conseil municipal d'approuver la convention portant sur les conditions d'intervention des médecins du centre municipal de santé intervenant au sein de l'EHPAD résidence du Moulin à Espira de la Ville, à Passade Corpéa, aux conditions principales décrites ci-dessus, et d'autoriser M. le maire ou l'adjoint délégué en la matière à signer tout acte utile à ce dossier. Merci Christiane. Un complément d'information, les EHPAD ont la même problématique des déserts médicaux que nous avons en tant que particulier. De plus, un ancien médecin d'Espira de la Ville, qui est sur le centre de Rivesaltes, va bientôt aussi arrêter, comme on avait fait son conjoint avant. Donc ils ont un problème qui est amplifié puisque ces médecins intervenaient sur l'EHPAD. Nous, on a prévu, pour rendre service, d'être présent dans un premier temps, genre une matinée par semaine, pour regarder les malades qui pourraient y avoir, et en même temps faire les renouvellements d'ordonnances, parce que là, même ça, qui est de l'administration, on n'arrive pas à le faire. Voilà, donc il n'y a pas de demande d'intervention, ni de questions, donc on va passer au vote. Qui est contre, qui s'abstient, à l'unanimité. Je vous remercie. Ordre du jour 24, approbation des comptes de gestion de l'exercice 2022 du budget principal et des budgets annexes. Le compte de gestion constitue la reddition des comptes du comptable à l'ordonnateur. Il va être voté préalablement au compte administratif. Après s'être fait présenter les budgets primitifs de l'exercice 2022 et les décisions modificatives qui s'y rattachent, les titres définitifs des créances à recouvrer, le détail des dépenses effectuées, celui des mandats délivrés, les bordereaux de titres, de recettes, de mandats, le compte de gestion dressé par le receveur accompagné des états de développement des comptes de tiers, ainsi que les états de l'actif, du passif, des restes à recouvrer et des restes à payer. Après s'être assuré que le receveur a repris dans ses écritures le montant de chacun des soldes figurant au bilan de l'exercice 2022, celui de tous les titres émis et de tous les mandats de paiement ordonnancés, et qu'il a procédé à toutes les opérations d'ordre qui a été prescrit de passer dans ces écritures, conformément aux articles L 1612-12 portant sur l'arrêté des comptes de la commune et de l'article L 2121-14 portant sur le vote du compte administratif. Les comptes administratifs 2022 ont été rapprochés des comptes de gestion 2022 tenus par le comptable public responsable de la trésorerie. Il ressort de ce rapprochement que les opérations de recettes et de dépenses paraissent régulières et suffisamment justifiées et que ces comptes sont identiques pour le budget principal de la commune et le budget annexe. Ainsi, donc pour les budgets principaux de la commune, les budgets annexes, le commerçant, le lotissement, les portes de la ville, le lotissement, les amandiers. Donc le compte de gestion fait un arrêté de compte sur le budget principal, un solde de 5 047 230,02 € pour le budget principal. Pour les halles, un solde de moins 269 143,22 €. Pour les portes de la ville, un solde de moins 38 500,15 €. Et pour les amandiers, un solde de moins 49 588,48 €. Ainsi est-il proposé au Conseil municipal d'approuver les comptes de gestion 2022 du budget principal et des budgets annexes tenus par le comptable public. Ces comptes de gestion visés et certifiés conformes par ordonnateur n'appellent ni observation ni réserve de sa part sur la tenue des comptes. D'autoriser le maire ou l'adjoint délégué en la matière de signer tout acte utile à ce dossier. Y a-t-il des interventions? Nous passons au vote. Qui est contre? Monsieur Ballet. Et Madame Albafouille, donc avec la procuration. Pas d'abstention, donc vote à la majorité. Ordre du jour 25. Élection du président de séance pour l'adoption du compte administratif de l'exercice 2022 du budget principal et des budgets annexes. L'article L21-21-14 du Code général des collectivités territoriales prévoit une élection formelle du président de séance pour le vote du compte administratif. Il est proposé d'élire Madame Nathalie Font à ses fonctions pour cela. Ainsi est-il proposé au Conseil municipal d'élire Nathalie Font, première adjointe au maire, présidente de séance pour le débat et le vote du compte administratif 2022 du budget principal et du budget annexe, et d'autoriser le maire ou l'adjoint délégué à la matière à signer tout acte utile à ce dossier. Y a-t-il des questions? Nous passons au vote.
Qui est contre? Qui s'abstient? Je m'abstiens. Monsieur Vanet et Madame Albafouille. Donc, 2 abstentions. Vote à la majorité. Et donc, à l'unanimité, pardon. Ah, c'est vrai, c'est une abstention. Donc, vote à l'unanimité, puis je quitte la salle, donc, puisque vous allez avoir la présentation. Non, je préfère. Alors, ordre du jour numéro 26. Adoption des comptes administratifs de l'exercice 2022, du budget principal et des budgets annexes par Janine Labbé. Nous allons voter donc le compte administratif de 2022, une année qui a été difficile à appréhender car elle a été rythmée par des incertitudes dues à l'inflation qui nous ont obligés à recaler l'ensemble de toutes nos actions semaine après semaine. Si pour les élus que nous sommes, le débat d'orientation budgétaire puis le budget sont les 2 moments les plus importants sur le plan financier dans une année, il n'en reste pas moins que le vote du compte administratif vérifie la bonne exécution des 2 éléments précités. Donc, par rapport au tableau que nous avons sur le slide. Comme vous pouvez le constater dans le tableau détaillé, le résultat de l'exercice 2022 en fonctionnement est de 812 797,59 €. Donc avec des dépenses de 3 376 945,66 et des recettes de 4 180 743,25. Auquel il convient d'ajouter donc au résultat antérieur reporté de 3 millions d'euros, donnant un résultat affecté de 3 812 797,59. Pour la section d'investissement, le résultat de l'exercice 2022 est de moins 1 237 771,99, qui, cumulé au résultat antérieur reporté de 2 472 204,42, donne un solde d'exécution d'investissement de 1 234 432,43. Le solde des restes à réaliser en investissement est quant à lui de 926 805,20. C'est formateur. Y a-t-il des questions? On va passer au vote. Qui est contre? Monsieur Vanet et Madame Albafouille. Qui s'abstient? La majorité. Merci. Alors, si je peux me permettre, en vue générale de ces chiffres, je voudrais vous faire constater donc la bonne santé de nos finances à fin 2022. En effet, donc, comme vous pouvez le constater, nous affichons à la clôture des comptes excédentaires pour le fonctionnement, donc 7 180 743,25 moins 3 367 945,66, soit un montant de 3 812 797,59. Et en investissement, 6 056 429,97 moins 3 195 192,24, soit 2 161 237,63 reste à réaliser compris. Soit au total une balance générale, un solde excédentaire de 13 237 173,22 moins 7 263 138, c'est-à-dire 5 974,35,22 reste à réaliser compris. L'année 2022, avec ses dépenses de 3 349 255,58, est la meilleure année d'exécution en dépenses d'investissement depuis le début de notre commune. Et nous trouvons à mi-mandat quelques informations supplémentaires à vous communiquer. Depuis le début de ce nouveau mandat, nous avons investi pour 8 131 367,88, ce qui est un niveau supérieur aux communes de notre strate et à notre rythme d'investissement depuis toujours. Pour ce qui est de la dette, nous terminons cette année 2023 les deux anciens emprunts d'avant notre mandature, qui sont à des taux autour de 5%, et ce qui nous permettra de nous positionner également idéalement pour l'avenir. Notre taux d'endettement et le capital à rembourser à la fin de ce mandat seront moins importants que ceux trouvés en 2013.
Ouais, slide 4. Budget annexe les Amandiers. Alors. Donc, comme vous pouvez le constater dans le tableau, le résultat de l'exercice 2022 est de 0 €, tout comme le résultat antérieur, puisque tout est terminé et qu'il n'y a pas eu de mouvement en 2022. Il ne reste qu'une parcelle à vendre. Celle-ci a été début janvier 2023, ce qui nous permettra de clôturer ce budget annexe en 2023. Le besoin de financement est de 49 588,48 €, qui est comblé par la vente, à 990 € près, qui correspondent donc à des frais pour une étude géotechnique obligatoire pour la vente du dernier lot. Voilà, donc il n'y a pas de reste à réaliser puisque l'opération de travaux est terminée donc sur tout le lot. Y a-t-il des questions? Alors, on va passer au vote. Qui est contre? Monsieur Vanni et Madame Abafou. Qui s'abstient? À l'unanimité. Merci. Donc là, on va voter. Majorité, pardon. Donc le compte administratif des portes de la vie. Donc là, comme vous pouvez le constater, donc dans le tableau, le résultat de l'exercice 2022 est de 0 €, tout comme le résultat antérieur, puisqu'il ne reste plus qu'une parcelle à commercialiser, que les travaux étant terminés, il n'y a pas eu de mouvement. Donc en section d'investissement, le résultat de l'exercice 2022 est de 223 010 €, qui cumulé au résultat antérieur reporté de moins 261 510,15 donne un solde d'exécution d'investissement de moins 38 500,15 €. Il n'y a pas de reste à réaliser puisque l'opération de travaux est terminée. Le besoin de financement s'établit donc à 38 500,15 €. Donc il ne reste qu'une parcelle à vendre, la parcelle sociale qui est réservée par l'OPH de PMM. Elle sera autorisée sur la programmation 2023 et les travaux devraient débuter fin 2024. Pour rappel, sur ce lotissement, 5 lots restés à vendre, dont 4 sous compromis. Les 4 ont été signés depuis 2023 pour un montant total de 223 010 €. Ce budget annexe devrait être liquidé comme le précédent en 2023. Y a-t-il des questions? On passe au vote. Qui est contre? Monsieur Banni, Madame Albacru. Qui s'abstient? À la majorité. Donc on va passer au compte administratif de la halle commerçante. À la clôture de l'exercice 2022, le compte administratif de la halle commerçante fait apparaître les résultats suivants. Section de fonctionnement 2 704,87 €. Section d'investissement moins 269 143,32 €. Une dynamique de fonctionnement différente des autres années, puisque pour la première année, à la demande du receveur, nous amortissons ce bien, ce qui a pour effet de diminuer les recettes de fonctionnement, bien que restant à l'équilibre. Nous retrouvons l'écriture de contrepartie en recettes d'investissement. Y a-t-il des questions? Nous passons au vote. Qui est contre? Monsieur Banni, Madame Albafouille. Qui s'abstient? À la majorité. Alors pour conclure, je rappelle, malgré ces bons résultats, que compte tenu du contexte économique et financier actuel, et comme précisé lors du débat d'orientation budgétaire et du vote du budget, nous orienterons bien entendu nos futures dépenses que sur ce qui est bien subventionné et le moins impacté par l'inflation, et bien sûr sur ce qui est urgent. Donc je remercie l'ensemble des services pour leur travail d'excellente qualité tout au long de cette année. Et enfin, je remercie également le service finance et notre DGS pour l'excellente tenue de nos comptes et la préparation de cet ordre du jour. Donc ainsi est-il proposé au conseil municipal.
de prendre acte de la présentation des comptes administratifs 2022 du budget principal et des budgets annexes, de constater les identités de valeur avec les indications portées au compte de gestion pour le résultat de l'exercice 2022, les données du bilan d'entrée et de sortie, les débits et les crédits portés au titre budgétaire aux différents comptes, d'adopter les comptes administratifs 2022 du budget principal et des budgets annexes de la commune d'Espérazaï, d'autoriser le maire ou l'adjoint délégué en la matière à signer tout acte utile à ce dossier. Donc, y a-t-il des questions? Donc, nous passons au vote. Qui est contre? Monsieur Bagné, Madame Albafouille. Qui s'abstient? Donc à la majorité. Merci. Donc, ordre du jour 27, affectation des résultats de l'exercice 2022 sur l'exercice 2023 du budget principal et du budget annexe. Par délibération modificative donc de 102, 30, 18, 20, 22, 24, en date du 28 mars 2023, la commune a procédé à la reprise anticipée des résultats du budget principal et du budget annexe au budget primitif. Il convient aujourd'hui de procéder à l'affectation définitive des résultats constatés au compte administratif. Pour le budget principal, donc, un résultat affecté à un fonctionnement de 3 812 797,59. En investissement, donc, avec la reprise de résultats antérieurs, donc un solde de 1 234 432,43. Des restes réalisés donc, de 926 805,20. Donc une affectation en réserve 1068 qu'on descend du fonctionnement des 3 812 de 500 000 euros comme on fait chaque année, une affectation après dont le montant varie, ce qui fait un report en fonctionnement de 3 312 797,59 à l'affectation de résultats. Pour le budget annexe lotissement, les portes de la grille. L'affectation définitive du résultat s'établit, donc il n'y a pas de résultat affecté. Et donc en solde de l'exécution, un investissement, besoin de financement de 38 500,15 euros. Mais il nous reste donc une parcelle à vendre de 145 950. Pour le budget annexe, lotissement les amendés, l'affectation définitive, donc il n'y a pas de fonctionnement, donc il n'y a pas de résultat affecté. Il y a un besoin de financement de 49 588,48. Là, il restait une parcelle qui est vendue en janvier 2023. Et donc dans l'année, donc enfin, en tous les cas, au compte administratif de 2023, donc ce budget annexe sera soldé. Pour le budget des halles commerçantes, l'affectation définitive de résultats s'établit donc en fonctionnement, résultat affecté de 2 704,85. En investissement, un besoin de financement de 181 041,09, auquel je vous propose d'affecter donc l'excédent de fonctionnement de 2 785 au 1068 à l'investissement. Donc, ainsi est-il proposé donc, au Conseil municipal d'approuver l'affectation définitive des résultats 2022 du budget principal et du budget annexe tel que détaillé donc, ci-dessus, d'autoriser le maire ou l'adjoint délégué dans la matière de signer tout acte utile à ce dossier. Y a-t-il des interventions? Nous passons au vote. Qui est contre? Monsieur Banet et Madame Albafouille. D'accord, donc à la majorité. Merci. Ordre du jour 28. Budget principal de la commune, décision modificative numéro 1 de l'exercice 2023. Par décision modificative 202-30-19 en date du 28 mars 2023, le budget principal et primitif de la commune a été voté. Il convient aujourd'hui de faire des ajustements budgétaires en cours d'exercice en section d'investissement au budget du budget principal afin de prendre en compte les évolutions des programmes, résultats de consultation et l'avancement d'études et travaux. Il ne s'agit ici que de simples transferts entre opérations d'investissement au sein de la même section. Donc, ce sont sur les opérations, donc un montant de 317 000 euros qu'on diminue en dépenses et que l'on augmente donc, sur d'autres opérations en investissement. Donc, le Conseil municipal décide-t-il d'approuver la décision modificative numéro 1 de l'exercice 2023 pour le budget principal et d'autoriser le maire ou l'adjoint délégué à la matière à signer tout acte utile à ce dossier. Les interventions. Nous passons au vote. Qui est contre? Monsieur Banet, Madame Albafouille.
L'abstention à la majorité. Je vous remercie. Ordre du jour 29, subvention aux associations pour l'exercice 2023 présenté par M. Mouli. Appuie sur le bouton. Tu n'oublies pas sur ton micro, s'il te plaît. Robert. Non, non, c'est pas allumé. Non, c'est pas bon, il faut que ça fonctionne. Voilà. Allume-lui le micro. Il est allumé là. Sinon, ça va. Il est allumé là. Oui, c'est bon. La ville d'Espierre-Lacly est soucieuse de Non, soutenir. mais attendez, passez-lui votre micro, allume-le dessus, et voilà, et comme ça, c'est enregistré. Il n'est pas allumé. Merci. Il n'est pas allumé. On va le reprendre. Allô? Oui, merci. Il fallait avoir du confort. La ville d'Espierre-Lacly est soucieuse de soutenir au mieux les associations de la commune qui dynamisent collectivement la vie communale et permettent d'offrir aux administrés des activités et des centres d'intérêt variés en consolidant la cohésion de la population. La municipalité a ainsi pour objectif d'offrir aux associations de bonnes conditions pour développer leurs projets, quel que soit leur domaine d'activité. Solidarité, culture, sport, santé, emploi, éducation, etc. Il est proposé aujourd'hui d'arrêter les montants des subventions annuelles aux associations pour l'année 2023, selon les demandes déposées en mairie par les associations, puis instruites et proposées par les services, en considérant les subventions versées les années précédentes et du budget 2023 voté de 25 000 euros, contre 24 300 euros en 2022 et 11 800 euros en 2021 et 17 400 euros en 2020. Conformément à la loi numéro 2021-1109 du 24 août 2021, confortant le respect des principes de la République et selon son décret d'application numéro 2021-1947 du 31 décembre 2021, toutes les associations sollicitant l'octroi d'une subvention auprès de la ville doivent adhérer au contrat d'engagement républicain dont le modèle est national. Compte tenu de la prise en compte des situations de conflit d'intérêts, il est proposé de voter à part les subventions aux associations ayant un lien avec certains conseillers municipaux qui devront se déporter pour le vote. Ces attributions font l'objet de délibérations distinctes. Chaque élu étant personnellement responsable des éventuelles situations de conflit d'intérêts, il appartient à chacun de se déporter, même si les services administratifs n'ont pas identifié le risque. Enfin, comme chaque année, il est proposé d'abonder le budget de la coopérative scolaire élémentaire d'un montant maximum de 55 euros par élève et de la coopérative scolaire maternelle d'un montant global maximum de 2 000 euros. Cette participation peut être versée directement ou en nature par l'achat de fournitures sollicitées par les coopératives directement par la mairie. Ainsi, il est proposé au conseil municipal d'approuver l'abondement pour 2023 au budget de la coopérative scolaire élémentaire d'un montant maximum de 55 euros par élève, de la coopérative scolaire maternelle d'un montant global maximum de 2 000 euros. D'approuver le versement d'une subvention 2023 aux associations suivantes. À la DMS 66 pour un montant de 200 euros. À l'amicale des sapeurs-pompiers pour un montant de 500 euros. À BECE-FC Vallée de la Vie pour un montant de 2 500 euros. Au chat libre d'Île-Longuet pour un montant de 1 500 euros. Aux éclaireurs et éclaireuses de France pour un montant de 2 000 euros. À Espia pour un montant de 450 euros. À Espira Yoga pour un montant de 800 euros. À la JSP Rivesaltes pour un montant de 400 euros. À l'atelier Photo Espira pour un montant de 400 euros. À Tout en Soi pour un montant de 300 euros. Au Tréteau de Lagui, l'atelier des chansons pour un montant de 400 euros. D'approuver le versement du... Aspira Naturavi pour un montant de 200 euros. À la CACA pour un montant de 200 euros. Ah, c'est la version... À la CAP pour un montant de 2 000 euros. Et ensuite, donc, il faut que tu commences. C'était un plus gros. Elle n'est pas là, donc il faut continuer.
Donc d'approuver le versement d'une subvention de 2023 à l'association suivante, à l'amicale d'honneur de 100 bénévoles pour un montant de 250 €, d'imputer la dépense correspondante au budget principal 2023 de la commune, d'autoriser le maire ou l'adjoint délégué en la matière à signer tout acte utile à ce dossier. Un instant, on va voter. Il y a des interventions? Donc, juste une intervention sur Chalivre Villelonguet. Pourquoi Villelonguet? Oui. C'est Villelonguet. Alors, ils s'appellent comme ça, mais ils sont à Estagel. D'accord. En fait, oui, c'est compliqué. Mais en fait, bien évidemment, donc, tout ce qui est de cette compétence, normalement, c'est la commune urbaine qui l'assure. Sauf que pour les champs, la reprise d'un champ et le relâcher, ça ne sert pas à grand-chose. Depuis l'année dernière, on travaille avec eux, avant on travaille avec une autre association parce qu'ils les récupèrent, ils les castrent, et ensuite ils les relâchent dans leur milieu, ce qui fait que le champ est toujours là, mais on n'a pas de reproduction. Voilà. Donc on va passer au vote pour les donneurs de sang, qui est contre, et le reste aussi, donc on a bien qui est contre, qui s'abstient. À l'unanimité, je vous remercie, donc continue après. Demandez à M. Malherbe de sortir. Tu le lis. On a donné le montant déjà pour la fille. D'approuver le versement d'une subvention 2023 à l'association suivante. J volontaire. À J volontaire Aspira pour un montant de 2500 €. D'imputer la dépense correspondance au budget principal 2023 de la commune. D'autoriser le maire ou l'adjoint délégué en la matière à signer tout acte utile à ce dossier. Je fais voter. Il y a des questions? Nous passons au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? À l'unanimité, je vous remercie. Anne-Marie, tu sors, s'il te plaît, tu demandes à Patrick de rentrer. Alors, je ne sais pas si vous avez vu les conseils communautaires en vidéo, mais on fait ça toutes les séances, on rentre, personne ne le sait, très beau. Voilà, c'est comme ça. Anne-Marie sort tout de suite. D'approuver le versement d'une subvention 2023 aux associations suivantes. À Arrêter pour un montant de 450 €. D'imputer la dépense correspondance au budget principal 2023 de la commune, d'autoriser le maire ou l'adjoint délégué en la matière à signer tout acte utile à ce dossier. Merci. Alors on va passer au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Unanimité, je vous remercie. Donc Norbert, tu sors s'il te plaît, il y a Anne-Marie de rentrer. Merci. Donc d'approuver le versement d'une subvention 2023 à l'association suivante, à l'association du troisième âge pour un montant de 800 €. D'imputer la dépense correspondante au budget principal 2023 de la commune, d'autoriser le maire ou l'adjoint délégué en la matière à signer tout acte utile à ce dossier. On va voter. Alors, pas d'intervention toujours. Donc, qui vote contre? Qui s'abstient? Unanimité, je vous remercie. Donc là, on demande à Louis Wafouille de nous quitter. Tu fais rentrer donc Norbert Marco, s'il te plaît. D'approuver le versement d'une subvention 2023 aux associations suivantes. À Espira Sporting Club pour un montant de 5 000 €. À l'ASA Canal Louis de la Mole pour un montant de 4 000 €. D'imputer la dépense correspondante au budget principal 2023 de la commune, d'autoriser le maire ou l'adjoint délégué en la matière à signer tout acte utile à ce dossier. Merci. Donc, qui est contre? Qui s'abstient? À l'unanimité, je vous remercie. Vous demandez à M. Wafouille de revenir, s'il vous plaît.
Donc, ordre du jour numéro 30, l'admission en non-valeur des créances irrécouvrables qui doit être présentée par Mme Lebrun qui n'est pas là, donc c'est Frédéric Jonca qui va la présenter. Il s'agit ici d'admettre comptablement la perte des créances considérées par le Trésor public comme impossible à récupérer au prix des débiteurs. Comme vous le constatez aux tableaux présentés, il s'agit principalement des dettes anciennes et notamment des dettes liées à la scolarité d'enfants d'autres communes sur la ville qui font maintenant l'objet de contrôles et de conventions avec les communes de résidence quand cela s'avère nécessaire. Ainsi, il est proposé au conseil municipal d'admettre en non-valeur les créances figurant au tableau ci-dessus pour un montant de 16 016,22 €, d'imputer la dépense correspondante au budget principal 23 de la commune, d'autoriser monsieur le maire et l'adjoint délégué ou l'adjoint délégué à la matière à signer tout acte utile à ce dossier. Voilà, juste un complément d'information, donc il faut savoir que ce sont des créances certaines donc, qui sont de 2015, les 10 notamment qui sont le plus gros montant. Pour 13 000 et 16 000, 13 000 €, dont les 10, c'est les communes qui ne nous ont pas réglé donc, les formalités scolaires. Administrativement, peut-être donc que les conventions n'avaient pas été signées, et ce qui fait que donc on ne les a pas payées. Et ensuite, donc, la deuxième créance importante, c'est les voitures que l'on met en fourrière, où les gens ne sont pas solvables et ne nous payent pas. Donc, on les perçoit à un certain moment, mais on les passe en non-valeur. Voilà, donc, est-ce qu'il y a des questions? Nous passons au vote. Qui est contre, qui s'abstient. À l'unanimité, je vous remercie. Donc, l'ordre du jour est clos, mais je vais vous présenter donc, quelque chose. Donc, avant de clôturer ce conseil municipal, et puisque le bilan de mi-mandat sera distribué prochainement, donc, d'ailleurs, Jérémy, je ne sais pas si tu l'as fait, il faudra se mettre en rapport avec l'équipe d'opposition, Bernard Valet. Voilà, vous allez avoir donc, on fait donc un bilan à mi-mandat et vous avez un emplacement qui est réservé pour faire votre communication également. Donc, Jérémy se mettra en rapport avec vous pour vous dire. Voilà. Donc, il me tenait à cœur d'informer les élus avant que cela soit distribué, ce qui me paraît normal. Notamment nos résultats et projections financières. Cela sera commenté sur présentation de slides. Les chiffres proviennent des précédents CA et sont identifiés par thème et fractionnés par mandat les 4 derniers. Donc, les comparatifs sont des moyennes entre les mandats de 2008 et 2013 et 2020 et 2022, même s'il y en a d'autres. Tu les as ? Donc, pour les dépenses sur le fonctionnement, je vais vous présenter 3 ratios. Donc, le premier, c'est le ratio de celui qu'on vous présente, les dépenses réelles de fonctionnement par habitant. Ce ratio d'évolution nécessaire de notre dépense réelle de fonctionnement met en évidence la politique du service à l'administré par son fort développement d'une moyenne de 686 en 2013 à 821 par habitant, en moyenne donc sur le mandat que nous avons actuellement. Le ratio numéro, le ratio suivant. Là, c'est les dépenses de personnel par habitant. Là encore, un choix volontariste. Depuis 2014, le remplacement de chaque agent absent sous 24 heures, puis surtout le fonds recrutement sur les 9 dernières années. Nous sommes passés de 29 à 57 agents, en recrutant dans le lot un cadre pour chaque direction. Une augmentation de près de 64%. Slide suivant. Là, ce sont les dépenses réelles de fonctionnement, plus le remboursement de la dette sur les recettes réelles de fonctionnement. Ce ratio met en évidence notre capacité à rembourser notre mode de gestion, qui, bien que s'étant fortement développé, n'en est pas moins mieux positionné dans son équilibre, puisque nous sommes descendus à 83 € où nous étions à 89 en 2013. En conclusion, donc un fort développement de nos dépenses de fonctionnement afin d'assurer le meilleur service au quotidien à nos administrés. Pour les recettes, pour les dépenses d'investissement. Alors ce ratio de dépenses d'équipement brut par habitant également sur les trois ratios. Ce ratio met en évidence notre forte capacité à investir, à développer ce que j'appelle les investissements structurants manquants. Nous sommes passés de 288,46 par habitant en 2013 à 605,87 € en 2022. Ce sont des moyennes, je rappelle. Au-delà du chiffre, cela constate surtout tous les investissements en termes d'apport de services à la population. Ratio suivant. Les dépenses d'équipement, donc ce que nous réalisons en dépenses, sur nos recettes réelles de fonctionnement. Le même ratio est calculé sur notre capacité de recette réelle. Il est à plus 67,62%. Ce résultat met surtout en évidence, certes la forte croissance, mais toujours dans notre mode de gestion. Ce ratio était à notre arrivée pour presque aucun investissement, je le rappelle, autour de 37%.
Ratio suivant, la dette par habitant. Nous sommes à fin 2022, à 423 pour 761 trouvés. Nous avons divisé par 2 notre endettement, avec pourtant un nouvel emprunt de 2 millions d'euros qui est compté dedans. De plus, comme dit devant cette Assemblée à plusieurs reprises, nous soldons cette année 2 anciens emprunts. Ce qui nous permettra d'abaisser encore plus notre endettement. En conclusion, un fort accroissement des dépenses d'investissement. Nous sommes passés de 468 euros à 606 euros, ce qui nous positionne à notre moyenne au-dessus des communes de notre strate à fin 2022. Je pense que ce n'est pas l'année 2022, c'est la moyenne 2021. Pour les recettes. Les recettes, comme vous le savez, donc, en partie, elles sont portées par ce qui est dans la fiscalité. Donc, les produits des impositions directes par habitant, donc sur 3 ratios aussi. En 2013 et 2022, les impôts ont augmenté, entre donc les deux, de 27,58%. De l'autre côté, la part communale n'a pas bougé, puisque vous le savez, depuis 9 ans, on n'a pas augmenté les impôts. Ce qui est modifié l'a été par l'État, sous la forme des diverses péréquations, et depuis 2021, par la réforme apportée sur le mode de calcul des bases. Deuxième ratio, les recettes réelles de fonctionnement par habitant. Nos recettes ont augmenté de 294 euros par habitant. Ce bon résultat revient au bon mode de gestion mis en place depuis 2014. Notre fiscalité n'a augmenté que de 63 euros. Je rappelle que la recette est de 294. Cette grande différence constatée vient essentiellement de notre renégociation des conventions dans le cadre du transfert des compétences avec l'ENM, que nous avons porté en 2014-2015, et notre fonds de développement des recettes, le chapitre produits et services, et à le centre municipal de santé, ce genre de recettes. Troisième ratio. La DGF, les dotations, ça c'est les impôts de l'État, par habitant. La réforme par une péréquation lancée en 2016 par l'État met en évidence la perte de ressources du bloc communal de l'ordre de 58 euros par habitant. En conclusion, pour nos recettes, sur ces 3 ratios, une perte financière puisque le différentiel sur la valeur 2016 n'a augmenté que de 6 euros, 64 pour 58, entre la fiscalité directe et les dotations de l'État. Notre mode de gestion nous permet, par la bonne renégociation, d'avoir développé nos produits de 294 euros par habitant. Par conséquent, le développement du pouvoir d'achat de nos concitoyens. Et enfin, les 3 derniers ratios qui sont l'épargne. L'épargne brute, qui est égale à la différence entre les recettes réelles de fonctionnement et les dépenses réelles de fonctionnement. Un niveau moyen sur le mandat de 938 536, je dis c'est la moyenne des 3 années, nettement supérieur à notre arrivée puisqu'il était de 604 612, soit plus 55,23%, malgré toutes les dépenses de fonctionnement et malgré toutes les dépenses à l'investissement. C'est ce qu'il reste. L'épargne de gestion, qui est la différence entre les recettes réelles de fonctionnement et les dépenses réelles de fonctionnement, en enlevant les intérêts de l'emprunt. Là encore, un excellent résultat, plus 37,50 par rapport à notre arrivée. Troisième ratio, l'épargne nette qui représente la différence entre l'épargne brute et le remboursement du capital de l'emprunt sur les recettes réelles. Un résultat qui nous situe au-dessus des communes de notre strate. Nous sommes en valeur moyenne sur ce mandat à 678 233. Vous trouvez en 2013, 357 526, soit plus 89,70%. Ce mode de gestion qui fait la force de notre ville nous permet d'identifier que nous absorbons nos dépenses de fonctionnement et d'investissement en adéquation avec le service que nous devons apporter à nos concitoyens, tout en développant nos recettes, non pas par la fiscalité, mais par des ressources autres, que je citais, le CNR et les conventions avec Perpignan Méditerranée Métropole. Rappelez aussi que nous désendettons, puisque notre niveau d'endettement est inférieur à celui trouvé à notre arrivée et continuera jusqu'à la fin de ce mandat à diminuer. Voilà ce que je souhaitais vous dire, qui sera inscrit, c'est un des dossiers, et les finances, puisqu'on était sur les comptes administratifs et les comptes de gestion, on se devait de vous le dire. Donc il est 19h50 et la séance du conseil municipal a terminé. Je vous souhaite donc, ceux qui partiront en vacances, de bonnes vacances. Merci.